En apparence, Israël et l'Arabie Saoudite sont ennemis. Ils ne partagent ni frontières, ni valeurs, ni culture. En fait, il y a des décennies, des responsables saoudiens ont même affirmé que les Juifs buvaient du sang et avaient orchestré le 11 septembre. Ce qui est faux, mais bon, pourquoi laisser la vérité gâcher une bonne histoire, n'est-ce pas? Mais derrière des portes closes, ces deux pays collaborent en secret depuis des années. What? That's right. Alors, quelle est l'histoire de cette relation secrète entre l'Arabie Saoudite et Israël? Avant même qu'Israël ne devienne un pays, David Ben Gourion cherchait des alliés potentiels, y compris en Arabie Saoudite. Selon lui, les Saoudiens étaient pragmatiques. Ils ne voulaient pas que d'autres pays arabes dominent la région, et la présence d'un État ami comme Israël pourrait servir leurs intérêts. Mais le roi Ibn Saoud n'était pas très réceptif. Il a rejeté toutes les tentatives de contact, et a même envoyé des troupes combattre Israël lors de sa guerre d'indépendance. Les États arabes n'ont jamais vraiment pardonné à Israël d'avoir gagné cette guerre, et disons-le, de continuer à exister. À tel point que cette colère semble parfois être la seule chose qui les unit. Ça a donné une opportunité à Israël. Vous voyez, plus les États arabes se disputaient entre eux, plus Israël avait des chances de créer des contacts. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, comme on dit. Les conflits régionaux sont monnaie courante au Moyen-Orient. Chaque pays veille avant tout à ses propres intérêts. Et ça signifie que parfois des ennemis jurés se retrouvent du même côté d'un conflit. C'est exactement ce qui s'est passé entre Israël et l'Arabie Saoudite au début des années 1960 lors de la guerre civile au Yémen. Des rebelles venaient de renverser le gouvernement, plongeant le pays dans le chaos. La plupart des pays de la région n'aimaient pas ces rebelles, y compris l'Arabie Saoudite et Israël. En fait, l'Arabie Saoudite a discrètement ouvert son espace aérien aux avions israéliens qui larguaient de l'aide aux combattants du gouvernement yéménite. Maintenant, les deux pays n'étaient pas exactement alliés. Rien ne prouve qu'ils se parlaient directement, et cet accord sur l'espace aérien a probablement été négocié par un intermédiaire, un troisième pays en bon terme avec les Saoudiens et les Israéliens. Néanmoins, la crise au Yémen a marqué un tournant car c'était la première fois que les intérêts saoudiens et israéliens s'alignaient de manière si évidente. Et ce n'était que le début. Mais il restait un long chemin à parcourir. En 1967, la Ligue arabe adopta officiellement la résolution de Khartoum, alias les trois non. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël et pas de négociation avec Israël. Mais en coulisses, Israël travaillait d'arrache-pied pour établir des liens. Le Mossad déjoua un complot égyptien visant à assassiner le roi jordanien, transmis des informations sur des tentatives locales de renverser le gouvernement saoudien et avertit les Saoudiens d'un projet d'assassinat visant un prince saoudien. Mais comment amorcer des communications secrètes? Par pigeon voyageur? Télégramme? Hello there, I have a singing telegram. Pas tout à fait. Heureusement pour les Israéliens et les Saoudiens, peu de choses peuvent résister à la puissance de l'argent. Et le riche homme d'affaires saoudien, Adnan Khashoggi, n'allait pas laisser des politiciens ruiner ses affaires. S'il voulait faire du commerce avec des Israéliens, rien ne l'en empêcherait. Et si ces Israéliens avaient des connexions avec les personnes les plus influentes, eh bien quelle heureuse coïncidence pour tout le monde. Lorsqu'il ne menait pas une vie extravagante, Khashoggi facilitait le flux d'informations entre son pays natal et l'État juif. Ben Gourion avait vu juste depuis le début. Les Saoudiens étaient pragmatiques. Il leur a simplement fallu quelques décennies pour comprendre ce que l'État juif affirmait depuis 1948. Nous sommes là pour rester. En fait, en 1977, le roi saoudien a reconnu que personne ne cherchait plus à rayer Israël de la carte, ce qui, pour un État arabe des années 70, s'apparente presque à une déclaration d'amour éternel. Mais le ministère israélien des Affaires étrangères est resté silencieux. Si les Saoudiens voulaient entamer un dialogue, ils devraient faire le premier pas. Ce qu'ils ont fait. Pas directement bien sûr, aucun autre État arabe n'avait officiellement reconnu Israël et les Saoudiens n'étaient pas nécessairement désireux d'être les premiers. Pourtant, ils ont envoyé quelques lettres proposant des rencontres, mais les Israéliens se sont montrés méfiants. Ils exigeaient de savoir à l'avance ce que les Saoudiens souhaitaient. Les Saoudiens sont restés évasifs, et les discussions ont échoué. Plus tard, il s'est avéré qu'ils étaient sur le point de demander à Israël de cesser de faire pression contre une vente de chasseurs F-15 par les Américains. Comme les pourparlers n'ont jamais eu lieu, il est difficile de dire ce qu'ils auraient offert en échange. En 1981, un prince saoudien a présenté à Israël une proposition concrète. Si Israël se retirait de tous les territoires acquis pendant la guerre des 6 jours, avec des cartes à l'appui, et cédait Jérusalem pour qu'elle devienne la capitale d'un État palestinien, il garantissait que tous les États arabes reconnaîtraient enfin l'existence d'Israël et que la région serait en paix. Une offre alléchante, non? Alors pourquoi ça n'a pas abouti? Le premier ministre israélien a rejeté cette offre sur le champ, la tournant même en ridicule tout en émettant des commentaires cinglants sur les Saoudiens. Il déclara notamment qu'il vivait dans un pays désertique où règne une discrimination moyenâgeuse avec des amputations de mains et des décapitations et une corruption qui crie au ciel. Des propos assez virulents. Pourquoi un tel rejet? Israël ne voulait-il pas la paix? Bien sûr que si. Mais céder Jérusalem était une ligne rouge même pour les dirigeants israéliens les plus progressistes. La ville est tout simplement trop importante, tant sur le plan religieux qu'historique. Sans compter qu'en 1981, Israël subissait des attaques incessantes de l'OLP, attaques que le gouvernement peinait à contenir. Un retrait territorial aurait accentué cette vulnérabilité. Après des décennies de rejet et de guerre, rien ne prouvait que les Saoudiens pourraient effectivement offrir la paix promise. Mais une décennie plus tard, les Saoudiens et les Israéliens se retrouvèrent du même côté. Les deux étaient désormais visés par Saddam Hussein, qui avait envahi son voisin et refusé de partir.
Le monde entier suivait cette invasion avec inquiétude. The White House is condemning the invasion, calling for Iraq to withdraw its forces immediately. It is a prescription for war, this Iraqi invasion of Kuwait, the tiny country that is a primary source of oil. Les gouvernements arabes étaient particulièrement préoccupés. Et si Saddam tentait de prendre leur pétrole? Après tout, il avait déjà envahi 2 de ses voisins. L'Arabie Saoudite rejoignit une coalition de plus de 30 pays pour faire pression sur lui afin qu'il quitte le Koweït. En réponse, Saddam lança des missiles sur Israël en pensant que si Israël ripostait, tous les pays arabes de la coalition changeraient de camp. Il pensait que tous les pays étaient motivés par un tribalisme mesquin plutôt que par des intérêts diplomatiques de haut niveau. Comme on le répète tout le temps, les pays ont des intérêts, pas des amis. Et il n'était dans l'intérêt de personne de laisser un dictateur envahir des pays sans réagir. C'était certainement pas dans l'intérêt des Saoudiens de laisser Saddam faire ce qu'il voulait. Surtout que leur armée et leur pays avaient été les plus durement frappés par ces missiles. Les temps changeaient. Plus tard cette année-là, les Saoudiens et les Israéliens se sont retrouvés dans la même salle pour la première fois lors d'une conférence de paix. Une initiative conjointe des États-Unis et de l'URSS pour mettre fin au conflit israélo-arabe une bonne fois pour toutes. C'était un moment historique. Et personne ne sourcilla quand les représentants israéliens et saoudiens ont longuement discuté. Il n'y a pas eu de paix issue de la conférence de Madrid, mais les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël se réchauffaient. Et dans les coulisses, les Saoudiens et les Israéliens continuaient de discuter de projets communs susceptibles de rapporter de l'argent à condition de résoudre le conflit israélo-palestinien. Une fois qu'un État palestinien indépendant serait créé, les Saoudiens envisageraient de construire un pipeline pour transporter du gaz naturel de Cisjordanie jusqu'au royaume saoudien. En 2002, les Saoudiens ont réitéré leur offre de 1981. C'est-à-dire retrait de tous les territoires acquis en 1967, abandon de Jérusalem, et le monde arabe serait en paix. Mais encore une fois, la réponse fut un non catégorique. La seconde intifada faisait rage et les Israéliens mouraient quotidiennement dans des attentats suicides palestiniens. Le gouvernement israélien ne se résignait pas à céder des territoires sans garantie concrète. Il fallut une autre guerre pour amener l'État juif autour de la table des négociations. Lorsque le groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran, enleva 2 soldats israéliens durant l'été 2006, Israël réagit par une démonstration de force massive. Mais même si une grande partie du Liban était en ruine à la fin de la guerre, le Hezbollah existait toujours. Le groupe terroriste était plus fort et plus puissant que ce que le monde avait imaginé. Ça signifiait que l'Iran pouvait causer des dégâts sérieux s'il le souhaitait. Ce qui plaça l'Arabie Saoudite et Israël dans une situation précaire. Les 2 pays étaient directement menacés par la République islamique d'Iran. Enfin, ils avaient un intérêt commun assez fort pour les amener à discuter directement. Limiter l'influence de l'Iran. Ils se sont rencontrés pour discuter, sans médiateur. Les princes saoudiens ont rencontré directement le premier ministre israélien et le chef du Mossad pour parler de la manière dont ils allaient stopper l'Iran. Les 2 parties ont nié qu'elles étaient en contact, mais le secret était déjà dévoilé. Et lorsque le printemps arabe déstabilisa le Moyen-Orient, Israël commença à voir l'Arabie Saoudite comme un important défenseur de la stabilité régionale. Dans les années qui ont suivi, des responsables israéliens laissaient entendre qu'ils étaient alliés avec certains États arabes contre l'Iran. Eh bien, certains de ces autres étaient prêts à officialiser certaines relations. En 2020, les États-Unis négocièrent un accord historique entre Israël et plusieurs pays arabes, dont 2 qui bordent l'Arabie Saoudite. Et bien que les Saoudiens ne fassent pas partie de l'accord, il y a des indices qui indiquent qu'ils pourraient normaliser leurs relations avec Israël. Pour commencer, ils ont permis aux accords de se réaliser. Les accords ont été un bon baromètre de l'opinion publique. Si ça fonctionnait bien dans d'autres États du Golfe, ça inciterait encore plus les Saoudiens à signer un futur accord de normalisation avec Israël. En attendant, ils ont permis à d'autres pays de survoler leur espace aérien en direction d'Israël et ont laissé entendre qu'un accord de normalisation viendrait une fois qu'Israël aurait réglé ses problèmes avec les Palestiniens. Mais cette dernière condition n'était pas un obstacle majeur. En début 2023, les Saoudiens ont déclaré publiquement qu'ils étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël. What would it take for you to agree to normalize relations with Israel? Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're gonna see how it goes. Du côté israélien, les choses semblaient bien avancées, jusqu'au 7 octobre. De nombreux analystes ont suggéré que l'attaque dévastatrice du Hamas contre Israël avait été orchestrée pour faire échouer un potentiel accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Hamas right now is attempting to block the Saudi-Israel rapprochement. Si c'est vrai, ça a fonctionné. La guerre entre Israël et le Hamas a coûté des dizaines de milliers de vies et le monde arabe a vivement critiqué la réponse d'Israël face au Hamas. I condemn Israel's indiscriminate bombing of Palestinian innocent civilians in Gaza and the attempt to forcibly drive them into Sinai. We say enough. Israel should not be given an unconditional green light for killing, and we cannot ignore the occupation and the siege. Mais lorsque l'Iran attaquait Israël en avril 2024, plusieurs pays arabes sont venus à la défense d'Israël, y compris certains pays qui n'avaient aucune relation publique avec l'État juif. Certains ont transmis des renseignements, ont permis à Israël d'utiliser leur espace aérien. D'autres ont joué un rôle plus actif en aidant à suivre ou même à intercepter les missiles iraniens. L'Arabie Saoudite a publiquement nié toute implication. Si elle était impliquée, c'est laissé à l'imagination de chacun.
Personne ne sait exactement ce qui se passera ensuite, mais une chose est certaine, l'Iran est une menace pour la stabilité de la région, et une alliance israélo-saoudienne serait bénéfique pour les deux pays. Ce sont tous deux des puissances régionales importantes. Leur accord pourrait bien apporter à la région la stabilité tant attendue, peut-être même une paix durable. Leur relation est un secret de polichinelle depuis des années, et la seule question est de savoir quand elle deviendra enfin publique.